Quand mon père est décédé, je pensais que la douleur viendrait du fait d'apprendre à vivre sans lui. Mais je me trompais. Le véritable déchirement est venu de l'homme avec qui j'avais juré de passer le reste de ma vie. Je m'appelle Laurence Caldwell, anciennement Lorraine Caldwell, j'ai 36 ans, et pendant longtemps, j'ai cru vivre une existence chanceuse. J'avais une carrière stable, un mari apparemment charmant, et un père qui était mon ancrage à tous les égards. Quand ma mère est morte à mes 20 ans, mon père est devenu mon plus proche confident. Il avait fondé Caldwell West, anciennement Caldwell West, une entreprise qu'il avait bâtie de rien jusqu'à en faire un groupe prospère. Pour moi, il était plus qu'un simple père, il représentait le socle de mon univers. Il y a 8 ans, j'ai rencontré André, anciennement Andrew, lors d'une conférence sur le marketing, à Paris, au lieu de Chicago. Il était orateur principal, charismatique, confiant, affable. J'ai été immédiatement séduite. 2 ans plus tard, nous nous sommes mariés. Papa m'a conduite à l'hôtel, les larmes aux yeux, tandis que sa mère, Evelyne, anciennement Evelyne, est restée de marbre, en robe de créateur, l'air de me désapprouver ouvertement. Dès le début, Evelyne n'a jamais montré le moindre signe d'affection à mon égard. Un soir à la répétition de la cérémonie, je l'ai entendue murmurer à André. Elle est gentille, mais elle n'a pas le profil d'une PDG. J'ai persisté. J'ai envoyé des fleurs, invité Evelyne à dîner. Pourtant, aucun geste n'a brisé cette glace. Les années ont passé. Puis, la santé de mon père a commencé à décliner. On espérait encore pouvoir profiter de lui. Mais le cancer ne tient pas compte de l'espoir. Il est parti paisiblement dans son sommeil, 4 mois seulement après le diagnostic. Lors des funérailles, Evelyne est arrivée en retard, les lunettes de soleil vissées sur le visage, et est partie avant la fin du service. André, lui, était distant, présent pour l'organisation, mais d'un soutien émotionnel presque absent. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de l'avocat de mon père, rendez-vous pour discuter de la succession. Je ne m'en suis pas inquiétée. Je ne pensais pas que cet appel serait le premier pas vers la révélation non seulement d'une fortune, mais aussi du véritable visage de l'homme que j'avais épousé. À son cabinet, je m'attendais à entendre parler de quelques biens immobiliers, peut-être des comptes de retraite, rien de bouleversant. Mais je n'étais pas prête pour la suite. L'avocat m'a tendu un dossier, me regarda droit dans les yeux. Votre père vous a tout laissé, Laurence. L'entreprise, les propriétés, les comptes. Après taxes et frais, c'est évalué à un peu plus de 35 millions d'euros. Mes mains tremblaient. 35 millions d'euros? Ça ne semblait pas réel. Je n'étais pas excitée. Je ne me sentais pas chanceuse. Je me sentais vide, car tout ça avait un prix, perdre celui qui m'aimait sans condition. Cet argent ne ressemblait pas à un cadeau. Plutôt à une lettre d'adieu. Ce soir-là, j'étais sur le canapé, les documents étalés sur la table basse. André rentra, jeta un œil au papier, poussa un sifflement admiratif. Donc c'est vrai, dit-il en s'asseyant près de moi. Tout ça t'appartient vraiment. Je hochai la tête, encore en état de choc. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit à ce point. André esquissa un sourire, mais avec quelque chose de différent dans le regard. Bon, continua-t-il en changeant de ton. Il faudrait qu'on parle de ce qu'on va en faire. On va évidemment investir. Peut-être acheter cette maison à Chamonix, au lieu d'Aspen, que tu aimais. Et bien sûr, il faut réfléchir à ce qu'on doit donner à ma mère. Je clignai des yeux. Quoi? Il me regardait comme si j'étais lente à la détente. Ma mère, Evelyne, elle est de la famille. On lui donne la moitié, non? Je ris nerveusement, non par amusement, mais par choc. Je pensais qu'il plaisantait. Mais ce n'était pas le cas. Laurence, cette somme, c'est un héritage de mon père. Pourquoi on donnerait la moitié à ta mère? Il pencha la tête, sa voix douce comme s'il s'adressait à un enfant confus. Parce que c'est la famille, Laurence. Elle m'a élevée seule. Elle a traversé tellement d'épreuves. C'est juste. Là, j'ai senti une première fissure. L'air entre nous a changé. L'homme que j'aimais n'était plus à côté de moi. À sa place, un inconnu, quelqu'un qui voyait des chiffres là où je ne voyais que le deuil. Je le regardais, le cœur battant. Papa m'a laissé cet argent à moi, pas à nous. Ce n'est pas un jeu. C'est son legs, son œuvre de vie. Pourquoi devrais-je en donner la moitié à ta mère? Son visage se crispa. Il se rassit, les bras croisés. Ne sois pas égoïste, Laurence. Tu sais quelle est la famille. Elle est ta famille, répondis-je calmement. Pas la mienne. Elle n'a jamais apprécié mon père. Elle est partie des funérailles prématurément. Elle ne m'a pas appelé une seule fois depuis son décès. La voix d'André s'emballa maintenant. C'est juste sa façon à elle.
Elle n'est pas très démonstrative, mais elle tient à nous. Tu penses que tu es la seule à avoir perdu quelqu'un? Regarde-moi, j'ai perdu ma femme qui est devenue, du jour au lendemain, une personne cupide. Ce mot cupide a résonné en moi. J'ouvris la bouche, mais aucun mot ne vint. Il n'y avait plus rien à dire. Je me levai. J'ai besoin d'air. En partant, j'entendis son murmure, inimaginable. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Sa remarque tournait en boucle dans ma tête, cupide, égoïste. Ce n'était pas l'argent, c'était la rapidité avec laquelle il avait changé, à quel point il semblait indifférent à la perte de mon père. Comme mon père l'avait dit, le deuil ne change pas les gens, il les révèle. Il avait vu juste. Le lendemain, André fit comme si de rien n'était. Il prépara le café, m'embrassa sur la joue, et parla de la météo. J'ai fait semblant, mais c'était fini. Je ne pouvais plus continuer à jouer la comédie. Plus tard dans l'après-midi, mon téléphone a sonné. Evelyne. Je n'avais aucune envie de répondre. Mais la curiosité l'a emporté. Laurence, ma chérie, dit-elle d'un ton exagérément mielleux. André m'a annoncé la grande nouvelle. Je suis si fière de toi. Ton père était un homme si intelligent. Silence. Je n'ai rien dit. Je savais ce qui allait suivre. Je sais que ça peut te sembler étrange, continua-t-elle, mais puisque tu hérites d'une telle somme, je me suis dit qu'on pourrait se retrouver pour parler chiffres. J'ai quelques idées, des investissements, de l'immobilier, peut-être même un nouveau chez moi. Rien de démesuré, bien sûr, juste quelque chose de sobre. Je serrai le téléphone un peu plus fort. Evelyne, dis-je calmement, j'ai perdu mon père il y a moins d'une semaine, et tu veux parler d'argent? Elle claqua la langue. Il aurait voulu que tu prennes soin de ta famille. C'est ce que font les bonnes filles et les bonnes épouses. Je pris une profonde inspiration. Puis, je prononçai les mots qui allaient tout faire basculer. Avec tout le respect que je te dois, Evelyne, tu n'es pas ma famille. Tu n'as aucun droit sur cet argent. Et le fait que tu l'évoques alors que je suis encore en deuil en dit long sur ta personne. Un court silence. Puis elle cracha, la voix aiguisée. Tu t'es toujours cru au-dessus de nous. Eh bien, on verra combien de temps tu tiendras toute seule, ma belle. Elle raccrocha avant que je puisse répondre. Je baissai le téléphone, les mains tremblantes. Pas de peur. De trahison. De rage. De lucidité. Au dîner, André était déjà au courant. Il ne chercha même pas à cacher sa colère. Tu n'avais pas à parler à ma mère sur ce ton, dit-il en abattant sa fourchette sur l'assiette. Et elle n'avait aucun droit de me demander de l'argent, rétorquai-je. C'est ma seule famille, insista-t-il. Et je ne te laisserai pas la traiter comme une moins que rien juste parce que tu as touché le jackpot. Je le fixai, les yeux en feu. Ce n'est pas un jackpot. C'est une tombe, André. Mon père est mort. Et au lieu de pleurer avec moi, toi et ta mère agissez comme si vous aviez gagné au loto. Il resta muet. Son silence disait tout. Les jours suivants, les choses empirèrent. Evelyne se mit à débarquer sans prévenir. Une fois avec un dossier rempli d'annonces immobilières, une autre fois avec une décoratrice d'intérieur à ses côtés. Elle déambulait dans ma maison comme si elle en était la propriétaire. André ne l'en empêchait jamais. Au contraire. Il l'encourageait. Elle est juste enthousiaste, disait-il. Ne sois pas si théâtrale. Théâtrale. Mon mariage s'effondrait sous mes yeux et j'étais la dramatique. C'est là que j'ai décidé d'agir. J'ai commencé à verrouiller le bureau où je conservais les documents juridiques. J'ai changé tous mes mots de passe. J'ai transféré une partie des fonds sur un compte distinct sous conseils légaux. Puis j'ai rappelé mon avocat, cette fois pour un rendez-vous privé. Je ne sais pas encore où ça mène, lui dis-je. Mais je dois savoir comment me protéger. Il hocha lentement la tête. Tu n'es pas la première à venir ici après un héritage, dit-il. Mais rares sont celles qui viennent avec des caméras de surveillance. Je clignai des yeux. Des caméras? Il se pencha. Installe-les. Tout de suite. Surtout si tu vis avec quelqu'un qui pense avoir droit à la moitié. L'idée d'installer des caméras chez moi me glaçait. Mais je suivis son conseil. 2 jours plus tard, les images confirmèrent mes craintes. Evelyne était retournée dans mon bureau. La caméra l'avait filmée en train de fouiller dans les tiroirs, feuilleter des dossiers, lire les étiquettes sur les enveloppes. Elle ne cherchait pas un carnet. Elle visait quelque chose de précis. Je l'ai confrontée le soir même. Je t'ai vu dans mon bureau, dis-je posément. Tu cherchais les papiers de succession. Elle éclata d'un rire léger. Oh Laurence, je cherchais juste un carnet. André m'a dit que tu en gardais là. Sa main était à quelques centimètres du tiroir verrouillé. La prochaine fois, dis-je froidement, demande. Elle sourit, crispée, hautaine.
Bien sûr, ma chérie. Dès qu'elle eut quitté la pièce, je verrouillai le tiroir à nouveau. Puis je fis 2 copies de l'enregistrement. Ce soir-là, je confrontai André. Ta mère fouillait dans mon bureau. Elle cherchait les papiers. Il ne broncha même pas. Elle était juste curieuse. C'est beaucoup d'argent, Laurence. Les gens deviennent curieux. Elle n'en avait pas le droit. Il se frotta les tempes, agacé. Tu es parano. Ce n'est pas comme si elle avait volé quoi que ce soit. Elle n'a pas besoin de voler. Je haussai la voix. Elle essaie de nous manipuler pour qu'on lui donne. André se leva, furieux. Elle ne manipule personne. Elle essaie d'aider. Et franchement, tu devrais être reconnaissante que quelqu'un réfléchisse à comment utiliser cet argent. Tu te comportes comme une avare. Je me figeai. Une avare. Il réalisa sûrement qu'il avait franchi une ligne, car il recula. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que, tu gardes tout pour toi. Ce n'est pas ce que font les familles. Je le fixai. Et quelque chose en moi se durcit. Il ne s'agit pas de famille, dis-je doucement. Il s'agit de cupidité. Il s'agit de contrôle. Et du fait que depuis la mort de mon père, tu ne me vois plus comme ta femme, mais comme ton portefeuille. André ricana, puis quitta la pièce en furie. Je ne l'ai pas suivi. Je me suis assise au bord du lit, le cœur battant, et j'ai pleuré. Pas pour mon père cette fois, mais pour moi. Car je savais que mon mariage était fini. Il ne manquait plus que les papiers. La semaine suivante, j'ai commencé à me préparer en silence. J'ai rencontré un conseiller financier recommandé par mon avocat. J'ai aussi contacté une seconde avocate, spécialisée dans la protection d'actifs et les divorces de haut patrimoine. Ensemble, nous avons passé en revue chaque compte, chaque document, chaque faille potentielle. J'ai commencé à transférer les fonds de manière légale, stratégique, vers un compte personnel protégé. J'ai tout documenté, chaque opération, chaque reçu, chaque clic, chaque connexion. Mais je ne me suis pas arrêté là. Sur les conseils juridiques, j'ai renforcé tout le système de sécurité. Des caméras ont été installées à chaque entrée. Et j'ai même engagé un détective privé pour enquêter discrètement sur les finances d'Evelyne. Ce qu'il a découvert ne m'a pas surprise, ça a tout confirmé. Elle croulait sous les dettes de cartes bancaires. Elle avait échoué dans 2 entreprises. Et récemment, elle cherchait à lancer une marque de cosmétiques haut de gamme, sans capital ni investisseur. Pas étonnant qu'elle s'accroche. Pendant ce temps, André changea de tactique. Il passa du froid au faux tendre. Un soir, il rentra avec des fleurs. Un autre, il cuisina. Une première en plus d'1 an. J'ai réfléchi, dit-il alors que nous étions à table. On a peut-être mal démarré. La perte de ton père, l'héritage, tous ses projets. C'est dur. Je l'observais. Ce n'était pas une réconciliation. C'était une manœuvre. Il tentait de m'amadouer, de me faire baisser la garde. Espérant que j'oublierais. Je crois que je vais passer pour le voyage, dis-je lorsqu'il suggéra des vacances. Trop de boulot. Il n'insista pas. Mais je vis dans son regard une étincelle, une frustration mal dissimulée. Le lendemain matin, je remarquai que mon ordinateur portable avait été déplacé. L'écran était entrouvert, alors que je le fermais toujours. Je vérifiai l'historique de connexion, 2 tentatives ratées. Pire, la LED de la webcam s'était allumée durant la nuit. Je confrontai André. Un bug sûrement. Il haussa les épaules. Je ne répondis pas. Je changeai mes mots de passe à nouveau. Puis je suivis le prochain conseil de mon avocate, rassembler des preuves. Toutes. À partir de ce jour, je notais tout, chaque mot, chaque ton, chaque tentative de culpabilisation. Je tenais un journal. Je sauvegardais les vidéos. J'enregistrais les conversations avec un petit appareil donné par mon avocate. Car le moment venu, je ne voulais pas juste partir. Je voulais partir avec les preuves. 3 jours après l'incident de l'ordinateur, André cessa de faire semblant. Plus de charme. Plus de fleurs. Plus de repas. Il me regardait juste, rôdant, comme s'il sentait que quelque chose lui échappait, sans pouvoir l'arrêter. Evelyne, elle, devint plus audacieuse. Un matin, je suis entrée dans la cuisine, et je l'ai trouvée assise à la table, pieds nus, sa robe entr'ouverte, buvant mon café. Comme si elle vivait là. Je me suis figée. Elle leva les yeux, sourit. Laurence, ma belle, dit-elle avec un faux sourire dégoulinant de fausse chaleur. Il faut qu'on parle. Je ne bougeais pas. Tu dois partir. Elle ne s'y a pas. Je veux juste m'assurer que tu ne fais rien de précipité. Tu es très stressée. Ce serait dommage que tu fasses une erreur financière juste parce que tu es en deuil. Je ricanai froidement. Tu veux dire,
Comme refuser de donner des millions à une femme qui n'a pas travaillé depuis 10 ans et qui me traite de cupide dans mon dos? Ses yeux se plissèrent. Fais attention, Laurence. Ce n'est jamais bon de se faire des ennemis chez soi. Je m'approchai, voix basse et calme. Cette maison n'est pas la tienne. Et cet argent non plus. Maintenant sors, ou j'appelle la police. Elle se leva lentement, me foudroyant du regard. Tu crois être maligne. Mais les femmes comme toi, elles finissent par craquer. Toujours. Je ne détournai pas le regard. Je la suivis du regard jusqu'à la porte. Puis je verrouillai. Je pris une inspiration. Et j'appelai mon avocate. C'est le moment. Je veux lancer la procédure. Nous avons commencé à préparer le dossier de divorce. En silence, stratégiquement, j'avais déjà déplacé la moitié de l'héritage dans une fiducie intouchable, grâce à la prévoyance de mon père et à la manière dont il avait structuré les actifs. L'autre moitié était encore considérée comme un bien commun, à moins d'agir rapidement. Ce soir-là, j'ai demandé à André de me retrouver dans un café le lendemain matin. Terrain neutre, public, maîtrisé. Il accepta. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Je suis arrivé en avance, choisissant une table au fond avec vue dégagée sur l'entrée. Dans mon sac, une pochette en cuir. Et dans ma poche, une clé USB. Dans la pochette, les papiers du divorce. Sur la clé, des mois de preuve. Vidéo, enregistrement, mais capture d'écran, et un extrait particulièrement accablant montrant Evelyne en train de fouiller dans mes tiroirs. André arriva 5 minutes en retard, vêtu de son sempiternel look de bureau, arborant un sourire, qui n'atteignait pas ses yeux. « Salut Laurence » dit André d'un ton léger en s'installant en face de moi. « Qu'est-ce que tout ça ?» Je ne répondis pas. Je sortis une enveloppe et la posai sur la table, entre nous. Il baissa les yeux. « C'est quoi ?»« Les papiers du divorce » répondis-je calmement. Il cligna des yeux. « Attends, tu es sérieuse ?»« Absolument. » Il se rejeta en arrière, ricana. « À cause de l'argent ? Tu mets fin à notre mariage pour de l'argent ? » « Non, dis-je en le regardant droit dans les yeux. Je le termine à cause du manque de respect, de la trahison, du fait de vous avoir vu, toi et ta mère, traiter la mort de mon père comme une opportunité. » Son visage se crispa. Il tendit la main vers la pochette, mais je la fis glisser légèrement hors de portée. « Il y a aussi une clé USB, ajoutai-je. Je te conseille de la transmettre à ton avocat. Elle contient des preuves. De tout. Ta mère fouillant dans mon bureau. Tes tentatives d'accès à mon ordinateur. Et des enregistrements de conversation que personne n'a envie d'entendre devant un juge. » Le visage d'André devint livide. « Tu as tout planifié, souffla-t-il. »« Non, répliquai-je. C'est toi qui l'as fait. Moi, j'ai juste réagi. » Il ne dit plus rien. Pas un mot. Je me levai, remis la pochette dans mon sac, puis le regardai une dernière fois. « Adieu, André. » Je sortis du café, dans l'air frais du matin. Et pour la première fois depuis des semaines, je respirais librement. Ce n'était pas une vengeance dictée par la colère. C'était une vengeance fondée sur la lucidité, le contrôle et le respect de soi. Parce que parfois, le geste le plus puissant qu'on puisse faire, c'est partir. Si vous avez déjà dû vous éloigner de quelqu'un qui ne vous respectait pas, vous n'êtes pas seul. Partagez votre histoire en commentaire. Likez cette vidéo et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits vrais de force et de renaissance.